arriver donc à l'exercice numéro 7 de la page 373. Donc l'idée c'est de travailler sur la rivière de Bernoulli et ce premier exercice il permet surtout de se familiariser avec le vocabulaire du cours qui est disponible. Donc à l'aide du schéma ci-dessous, on demande c'est d'exprimer le débit volumique. Débit volumique, donc c'est celui qu'on appelle dV. Donc le débit volumique, pour rappel dans la formule de cours, c'est celui qu'on appelle V, que multiplie en fait la section traversée par mes particules de fluide. Étant donné qu'on a donc Vs, et qu'on doit donc le faire avec les trois profils S0, S1, S2, on va donc pouvoir dire que le débit dV1, c'est V1, S1. Le débit 2, ça serait le V2, S2. Et on a donc, j'ai oublié le tout premier, le dV0, qui serait donc à V0, S0. Tout ça étant le fait que, à travers donc la rivière, on a donc un même débit avec les trois profils. Exprimer donc les vitesses V1, V2 en fonction de S1, S2, S0, V0. Donc on rappelle que l'idée ici c'est d'avoir l'équivalent de Bernoulli et Torricelli, que le débit volumique est constant. Donc si on a un débit volumique constant, c'est-à-dire que ces trois équations qu'on a écrites juste avant sont égales, et on va donc en déduire que V1 S1 sera égal à V0 S0, et que le V2 S2 sera égal donc à V1 S1. Puisqu'en fait, on va le travailler donc section par section successive. On va donc déjà s'attarder à la toute première, ici en astérix. Celle-ci, donc, moi je veux exprimer donc V1. Donc V1, le S1, sa multiplication me dérange, il va passer au dénominateur. Donc on va avoir V0, S0 divisé par S1. Donc là, on a la première expression pour la vitesse V1. Pour ce qui est de la deuxième expression, donc avec les deux astérisques, on va donc ici obtenir que V2, pour le même type d'organisation d'équation, ce sera donc V1 S1 divisé par S2. Donc on répond bien en fait qu'on a S1 et S2, mais pas S0 et V0. Mais comme on a le V1 et qu'on l'a exprimé juste avant, en fait on va réinjecter cette équation dans la seconde. Donc pour V2, je vais remplacer le V1 qui est ici par tout ceci. Donc V0, S0 sur S1. S1, je l'avais au numérateur, S2 dénominateur, je n'y avais pas touché. On va donc ici avoir une simplification. Il va donc rester que V2, c'est donc V0, S0 sur S2. Ce qui montre bien que la vitesse à la sortie ne dépend pas en fait de la section. Désolé pour la cascade de cours. Donc il ne dépend pas en fait de la section intermédiaire, mais uniquement de la section d'entrée et de la section de sortie. Donc troisièmement, en utilisant donc la relation de Bernoulli, exprimer donc la pression sur chaque surface S1 et S2 en fonction de la pression P0 de la vitesse V0 et des autres paramètres du système. Les autres paramètres du système, ils sont clairs. Ce sont les informations qui ne sont pas encore utilisées, à savoir les hauteurs. H0, H1, H2. Donc déjà, ce qu'on peut faire, c'est écrire cette relation en fait, de Bernoulli. À savoir que dans la relation de Bernoulli, on va avoir 1 demi de ρ. Alors là, on est donc sur le V0 carré, plus ρg H0, plus pression 0, puisqu'en fait on part de l'angle de latitude 0. On va donc arriver sur une deuxième section, donc c'est la section numéro 1 qui est ici, et donc la relation s'écrit donc avec les mêmes conditions, sauf que maintenant on est donc à V1 carré plus ρg H1, puisque on a changé de hauteur entre les deux, plus pression de 1. On écrit donc la même chose pour les relations entre les sections 1 et les sections 2. Donc elle va dire, hop, V1 carré plus ρ g H1 plus P1 est égal à 1 demi de ρ V2 carré plus ρ g H2 plus P2. Donc ce que je propose, c'est donc de faire une équation à la fois. Donc, on va commencer, celle-là on va l'appeler A et celle-ci on va l'appeler B. Prenons donc l'équation numéro 1. En A, l'idée, c'est donc d'exprimer la pression sur la surface S1. Donc la pression qui m'intéresse, c'est donc la pression P1. Donc je veux P1 égale quelque chose. Donc
ce terme-là qui est ici et qui me dérange, hein, qui correspond à une addition, je le passe de l'autre côté. Il va devenir une soustraction. Donc avant d'écrire, je vais essayer déjà de réfléchir, d'observer mon équation. On constate que de l'autre côté, il y a déjà du 1/2 ρ, comme ici avec le V1 au carré, qui est donc en facteur. Donc c'est-à-dire que ça, on va pouvoir les regrouper ensemble. On a aussi ρg H0 et ρg H1 de ce côté-ci. Donc eux aussi, on va pouvoir les mettre en facteur. Donc par habitude mathématique, puisque ici ça va devenir un moins de l'autre côté, le 1/2 ρ, je le conserve. J'ouvre une parenthèse pour mettre en facteur, donc on a V0 carré qui est resté, V1 passe de l'autre côté, ça devient un moins, 1 carré. Je ferme puisque j'ai fini cette factorisation, plus ρg. Ici je le mets en facteur de H0, H1 passe de l'autre côté, ça fait donc moins H1. Je ferme, plus P0. Et tout ça, ça me donnera la pression au niveau 1. Et puis comme tout à l'heure on s'embêtait à trouver justement l'écriture de la vitesse 1 qu'on a juste au-dessus, on va donc l'injecter dans l'écriture. Alors que là, par habitude mathématique, on sait qu'à la fin, on va aboutir à V0 carré facteur de 1 moins S0 sur S1. Alors tout ça, ça sera au carré. Je vous invite à faire l'étape intermédiaire, hein, c'est une mise en facteur. Ça prend 1 à 2 lignes. Plus ρg H0 H1 plus P0 égale P1. Donc c'est-à-dire que la pression au niveau numéro 1, c'est la pression que j'avais au départ, en P0, l'altitude 0, moyennant donc la différence des hauteurs proportionnelle à ρg, et bien sûr la vitesse donc, initiale, avec la différence de section entre les deux. On fait le même travail donc du coup maintenant pour P2. Alors P2, si on regarde bien, il a donc comme équation, c'est l'égalité du niveau 1, mais cette égalité qui est ici, je la retrouve à droite. Ce qui veut dire que finalement, le niveau 2, il sera déjà égal au niveau 1, au niveau 0. Donc, pour l'équation B, j'ai le droit donc déjà d'en faire le raccourci suivant, d'avoir plus ρg H0 plus P0, égale 1/2 de ρ V2 au carré, plus ρg H2 plus P2. Et nous, on veut effectivement exprimer P2 égale, voilà, les valeurs qui sont derrière. Et ça ressemble vraiment trait pour trait à ce qu'on a fait précédemment. La seule différence, ce sera donc qu'on va avoir du V2, qu'on a exprimé tout en haut tout à l'heure. On va avoir H2, ça sera une donnée. Donc, on va faire la même démarche de calcul. Donc vraiment, si vous n'êtes pas à l'aise avec les mathématiques, on va le faire maintenant, de faire toute la démarche. Donc 1/2 ρ. V0 reste ici. V2 carré, qui est ici multiplié par 1/2 de ρ, je le passe à gauche. Donc on va avoir V0 carré moins V2 carré, en facteur. Plus ρg, ça on le garde. H0, H2 passe de l'autre côté, ça deviendra moins H2, plus P0 égale P2. Puisque finalement, c'est la seule chose qui me reste dans mon équation, enfin, tout le moins dans le membre de droite de mon équation. V2 au carré, on l'avait tout à l'heure. Mais attention, nous on n'avait que V2. Donc, c'est l'étape qui manquait tout à l'heure dans le A, pour ceux qui sont plus à l'aise avec les maths. On va tout remplacer. Moins. Donc on va avoir V0, S0 sur S2. Mais attention, il faut que tous les termes, étant donné que c'est une multiplication, soient élevés au carré. Plus ρg H0 H2 plus P0 est égal P2. V0, je peux mettre en facteur. Ça, on va le mettre avec les S, les sections ici. On va pouvoir les mettre ensemble avec une seule puissance de 2. C'est plus une habitude mathématique qu'une réelle nécessité. Donc on va avoir ρg V0 carré, facteur de quoi? De 1, moins le S0 S2, élevé au carré, plus ρg H0 moins H2, plus P0 égale P2. Et du coup, on a bien à la fin notre équation avec les différents paramètres de la section de la rivière de Bernoulli. Donc exercice numéro 8 sur l'iceberg sur Titan. Donc Titan, c'est une lune glacée sur Saturne qui possède une atmosphère et des océans d'hydrocarbures. Alors l'idée, elle porte sur un iceberg. Enfin, un iceberg.
qui va flotter. Alors cet iceberg, il a différentes propriétés. Il a une masse volumique ρ0 et il a une masse m. Tout ça, ça flotte sur une mer d'éthane liquide. Donc notre mer, notre océan, il a une masse volumique ρ1. Et sur Titan, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'intensité de pesanteur, donc G, qui ramène tout objet vers le centre de la planète, c'est l'écrire un petit peu plus grand, donc G va avoir une valeur de 1,35 Newton kg-1. Faire le bilan des forces sur l'iceberg. Et bien en fait, un iceberg, si ça flotte, donc on imagine qu'il est immobile, donc s'il est immobile, il ne bouge pas. En imaginant qu'il ne bouge pas, les seules forces qui s'appliquent à lui, ce sont lesquelles? Eh bien, un objet, il a forcément son poids. Donc, hop, il y a forcément son poids qui est censé l'amener vers le centre de la Terre. Donc, on aurait le poids pour le bilan des forces. Poids P. Maintenant, on sait que cet objet, il flotte. Donc, s'il flotte, il est soumis à ce qu'on appelle la poussée d'Archimède, c'est-à-dire une force opposée au poids qui cherche à maintenir l'objet dessus. Donc, cette poussée d'Archimède, on la note pi. Poussée d'Archimède, qui vient contrebalancer, s'opposer au poids et maintenir donc l'objet en équilibre. Calculer ainsi la poussée d'Archimède subie par l'iceberg. Bon, déjà, c'est-à-dire qu'on a bon. En supposant que l'objet est immobile, c'est-à-dire que la somme des forces est égale à 0. C'est le premier principe de Newton. On écrit donc nos forces. On a donc les forces P plus la force de la poussée d'Archimède pi qui s'applique dessus. Et tout ça, ça nous donne un vecteur nul. Alors, il faut bien utiliser la notion de vecteur, puisqu'en fait, tout va dépendre justement du sens d'orientation que l'on va donner par rapport à ce vecteur de gravitation G. C'est lui, en fait, qui, entre guillemets, pose le problème mathématique. Le poids, alors ça, P, c'est égal à m fois G, ça c'est son expression. Mais attention, G aussi en vecteur. Pi, donc cette poussée d'Archimède, elle s'oppose au mouvement. Donc elle fait moins ρ vecteur G du volume déplacé à l'intérieur est égal à vecteur nul. Donc si on remet tout ça en équation dans l'ordre, et qu'on voulait donc effectivement calculer la poussée d'Archimède, je me suis un petit peu emballé là-dessus, donc ça c'est pi, et bien effectivement donc pi serait égal donc à moins p. Si on passe aux normes, et bien en fait la norme du vecteur de poussée d'Archimède c'est la norme du vecteur de poids, autrement dit c'est la norme de mg. Si on prend nous la force de poussée d'Archimède qu'on a vu aussi en cours, c'est-à-dire c'est ρg du volume déplacé dans le liquide. Donc comme on n'a pas encore l'information du volume, ça veut dire qu'on va devoir utiliser la masse, et ça tombe bien, on nous l'avait donné au départ avec la gravité. Donc à l'application numérique, on obtient que la poussée d'Archimède qui s'exerce sur mon iceberg, sur Titan, donc on était à un iceberg qui est tout petit, faisait 25 kg, on était gentil. On le multiplie par la gravité, et on va donc obtenir une poussée qui fait 33,75 newtons. D'où la question 3, donc de calculer le volume et la masse de la partie immergée de l'iceberg. Et bien puisqu'on va mettre les deux choses en égalité, ce pourquoi je suis allé un peu trop vite tout à l'heure, donc on va voir que mg est égal à ρgv. Donc on va aboutir à la fin à dire que la masse est égale à ρv. Ça nous permet donc de trouver le volume immergé de l'iceberg. Donc si on fait bien correctement les mises en application, on va trouver donc volume, c'est la masse sur ρ. Alors là, il ne faut pas se tromper, on va d'abord prendre le ρ1 puisque c'est le volume déplacé de liquide. Donc là, on va obtenir du 4,610 puissance moins 2. Alors attention à l'unité, on s'exprime donc en mètres cubes. Puisqu'on a donc le volume, on va pouvoir en déduire donc la masse. Alors cette masse d'objet immergé, masse im, elle sera donc égale à ρ0 que multiplie le volume, moyennant en fait la formule de la masse volumique. Donc on va donc déterminer que ces 0,4 10 puissance 3, si on les multiplie avec les 4,6 10 puissance moins 2,
on obtient donc une masse immergée de 18,4 kg. Ce qui correspond à l'idée effectivement que lorsqu'on a un iceberg, eh bien, il y a plus de masse immergée que de masse submergée. Émergée, pas submergée. Alors, on se propose donc de corriger l'exercice 15 sur la trompette. Donc on a un trompettiste qui souffle avec un débit, donc on connaît déjà le débit volumique, qui sera donc de 10 litres minute moins 1. Donc dans une embouchure de 1 cm². C'est-à-dire que la surface d'entrée ici, S, elle fait 1 cm². Le diamètre du pavillon est de 15 cm. Donc schématiquement, ça veut dire que la sortie du pavillon, on obtient une sortie S2, si l'on l'appellerait S1, qui fait donc 15 cm, en tout cas, de diamètre. En imaginant effectivement que ça, très grossièrement, ça soit une trompette. Oui, non, on évite les coudées, les pistons, etc. Donc calculer la vitesse de l'écoulement, c'est-à-dire la vitesse V, dans l'embouchure et en sortie de pavillon. Donc, on rappelle que le débit volumique, c'est Vs en termes de formule. On sait que ce débit il est constant, donc ça veut dire que si là je les appelais 1 et 2, on sait que le débit, il sera donc égal à V1 S1, et on va avoir aussi la valeur du débit qui sera égale à V2 S2. Alors, notre problème pour l'instant, c'est la section, enfin tout le moins c'est la surface numéro 2. Rappelons que pour un disque, et c'est bien un disque d'ouverture, donc un disque, sa surface, c'est pierre carrée. Nous, on a le diamètre, donc il ne faudra pas oublier donc, de faire pi, diamètre divisé par 2, et ça élevé au carré. Attention avec la parenthèse lorsqu'on va utiliser donc, la calculatrice pour les valeurs numériques. On connaît donc le débit, on connaît la valeur de la section, on va pouvoir déterminer donc maintenant nos vitesses. Donc ça veut dire que la vitesse d'entrée de l'écoulement, donc la sortie de la bouche dans l'embouchure, on va donc avoir dV sur S1, et de l'autre côté, on va donc avoir V2 qui sera donc à dV sur S2. Donc ça, ce sont nos formules à appliquer. Alors ici, on sait qu'on devait utiliser la formule de la surface. Soit on fait le calcul intermédiaire, soit on l'injecte dans la formule. Donc ceux qui sont un peu plus à l'aise avec les mathématiques, ils vont directement l'injecter dans la formule. Donc on aurait ceci. Et donc si on fait correctement les applications numériques, on va obtenir... Mais dans les applications numériques, il faut faire attention de se rappeler donc les valeurs d'unité donc par rapport donc aux vitesses. D'accord? Donc c'est-à-dire qu'ici, on a des débits qui sont en litres minute moins 1, étant donné qu'on divise par des surfaces, on va donc avoir aussi en plus donc des centimètres moins 2. D'accord? Donc hop, ça paraît ça. À la fin, les unités centimètres moins 2. Ce qui ne choquera pas, puisqu'en fait, des litres, on va pouvoir les mettre en centimètres cubes, donc avec des centimètres moins 2, donc à la fin, il resterait des centimètres, minute moins 1, si on voulait faire donc la conversion donc, directement des unités. On va déjà se soucier de faire correctement les conversions d'unités pour le calcul, puisque c'est ce qui va donc être primordial. Ce qu'il faut rappeler, donc pour ça, là où je veux en venir, c'est que 1 litre, c'est une certaine valeur en centimètres cubes. Parce qu'en fait, c'est ça qui va être déterminant, ça va être le problème de fond de ce calcul mathématique. Donc, 1 litre, ça fait combien de centimètres cubes? Alors, soit on arrive à se représenter les tableaux de conversion, soit on arrive à les mémoriser simplement. Mais 1 litre, c'est 1000 centimètres cubes. Donc là, si j'ai 10 litres et que je devais avoir des sections qui travaillent en centimètres carrés, il faut tout mettre en centimètres cubes. Donc on va avoir dans le calcul, non pas 10 simplement à prendre, mais en fait on va devoir prendre 10 000 dans nos valeurs. Donc 1, 2, 3 pour le 10 000. On le divise par la section ici, et bien en fait ça fait 1. Donc on a de la chance, donc on envoie finalement 10 000 litres minute moins 1 centimètre moins 2, soit l'équivalent de 10 000. Donc il reste des centimètres. Minute moins 1. Effectivement, on a bien l'habitude d'avoir une distance sur un temps qui correspondrait donc à une vitesse.
Donc même raisonnement par rapport à notre deuxième vitesse, donc L en s'appliquant. On a 56,59, donc litres minute moins 1, centimètre moins 2, ou alors l'équivalent des centimètres minute moins 1.